Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ce cours est donc intitulé le hasard et la spécificité. La fois dernière, j'ai situé un petit peu la problématique. Je vous ai parlé de l'intervention du hasard et de la spécificité, bien sûr, dans le domaine des anticorps. Et vous aurez compris que le thème étant très transversal, ce cours ne saurait être réellement descriptif. Pour vous dire la vérité, je lutte contre le fait de vous donner trop d'informations. Sinon, il y en a tellement que l'on peut s'égarer dans les détails, les détails très importants de ce que la recherche produit en abondance. Ce sont des dizaines ou des centaines de milliers d'articles qui paraissent chaque année dans le domaine de l'immunologie. Il est bien évident que ce que j'essaie de faire ici n'est pas de vous décrire tous les derniers résultats, c'est totalement impossible, mais de vous donner quelques aperçus, quelques regards, qui sont d'ailleurs autant de questions sans avoir de réponse, mais qui permettent en tout cas de mieux cadrer certaines problématiques. Et cette remarque s'impose tout à fait, et encore plus dans le domaine que je vais traiter aujourd'hui, qui commence par les récepteurs de l'immunité innée et la transduction des signaux immunologiques. C'est un domaine qui a fait un bond fantastique en avant depuis une dizaine d'années. Vous savez que ce domaine a reçu le prix Nobel il y a un an, qui a été attribué à deux collègues, dont Jules Hoffmann, un de nos collègues en France, à trois collègues à vrai dire, l'un est malheureusement décédé depuis. Et donc c'est un domaine en pleine explosion et il est totalement hors de question que je vous en donne une description approfondie. Ceci d'autant plus d'ailleurs qu'un autre professeur, Philippe Sansonetti, donne souvent des cours sur cette question avec beaucoup plus de détails. Donc ce que je cherche à faire, c'est d'essayer d'apprécier un petit peu le poids des choses, de l'immunité innée, de l'immunité adaptative. Et d'ailleurs, j'ai choisi dans ce cours une sorte de balancement entre l'une et l'autre, pour d'ailleurs vous montrer que l'une ne diffère pas tant que cela de l'autre. Et donc, en première partie, nous avons parlé des récepteurs de l'immunité innée. Dans la deuxième partie de ce cours, de la reconnaissance spécifique entre deux cellules, mais il s'agira cette fois de cellules de l'immunité adaptative. Alors, qu'est-ce que l'immunité innée ? Dans les livres, on vous dit que c'est la première ligne de défense, tandis que l'immunité adaptative serait plutôt la seconde, ce qui est juste puisque l'immunité adaptative prend du temps à se déclencher. Je voudrais vous signaler que c'est une défense extrêmement efficace, puisqu'après tout, il y a énormément d'organismes vivants qui n'ont pas de système d'immunité adaptative et qui se défendent bien contre les agents infectieux comme la mouche. Le système immunitaire de la drosophile est extrêmement efficace. Et comme vous le savez, c'est d'ailleurs dans la mouche qu'on a trouvé les fameux toll-like receptors découverts par Jules Hoffmann et son équipe, qui ensuite ont été redécouverts, si je peux dire, par homologie chez la souris et chez l'homme. Donc j'insisterai beaucoup sur le fait que les mécanismes de l'immunité innée adaptative sont étroitement intriqués, et sur le fait qu'ils le sont d'autant plus que l'immunité est certes innée, certes précoce, mais elle persiste. Et donc, l'idée de fonction séquentielle est fausse. L'immunité innée, comme vous allez le voir, c'est l'addition d'une série de strates très diversifiées, avec énormément de diversité et de complexité. D'abord, vous avez bien sûr des signaux. Un agent infectieux pénètre dans l'organisme, que ce soit par les poumons, par une blessure. Il y a un certain nombre de signaux qui relaient des défenses immédiates, lesquels ensuite émettent d'autres signaux qui induisent des réponses, etc. etc. Donc ce n'est pas du tout une défense qui est en ligne, etc. C'est une séquence d'événements qui conduit au montage d'une réponse qui est de plus en plus systémique et qui mobilise de très nombreux acteurs. Alors, on distingue souvent l'inflammation, dont je parlerai d'ailleurs beaucoup plus la semaine prochaine, et vous dire que dans l'immunité innée, comme dans l'immunité adaptative, on distingue la réponse humorale de la réponse cellulaire. La réponse humorale, ce sont des molécules que vous trouvez en circulation dans le sang et donc singulièrement dans le sérum, mais à vrai dire également dans la lymphe. Et la réponse cellulaire, bien sûr, c'est la réponse qui est médiée par des cellules.
Donc, pour vous situer, je reprends ce schéma très élémentaire pour vous dire que nous sommes maintenant dans ce cadran ici. La dernière fois, nous étions là dans la réponse anticorps, et donc, pour l'instant, nous nous situons dans ce cadran-ci. Quelle est la problématique ? La problématique majeure, c'est de comprendre comment l'immunité innée peut contrôler de façon spécifique, entre guillemets, le plus grand nombre de micro-organismes possible. Côté anticorps, comme vous avez vu, théoriquement c'est facile, enfin théoriquement, puisque vous engendrez une sorte de monde d'anticorps qui, comme je vous l'ai dit, couvre à peu près tout l'univers des formes. Donc normalement, une réponse anticorps, ça couvre tout, en gros. Bon. Mais quand vous êtes dans l'immunité innée, vous n'avez pas ce dispositif, vous avez des récepteurs, des systèmes qui détectent des micro-organismes par des singularités qui sont souvent des singularités de biochimie, c'est-à-dire qu'il y a des différences de structure. Le lipopolysaccharide bien connu est quelque chose qui n'existe pas dans les cellules animales, donc un récepteur contre le liposaccharide est évidemment susceptible de déclencher des réponses contre une bactérie porteuse de cet élément. Mais enfin, c'est quand même pas si simple que ça, parce qu'il y a un très grand nombre d'agents pathogènes qui sont présumés attaquer l'organisme complètement au hasard, qui évoluent eux-mêmes au hasard, et certains sont très variables, mais de toute façon, dans l'échelle des temps évolutifs, ils évoluent considérablement. Le système immunitaire les soumet à une pression de sélection qui est extrêmement forte, et en fait, il y a une sorte de coévolution de l'hôte et du pathogène, parce que les pathogènes sont en fait sélectionnés pour échapper, bien sûr, au système immunitaire, qui ensuite est censé trouver les moyens de s'adapter à un pathogène qui a échappé aux défenses. Donc, je n'ai pas le temps pour l'instant, mais j'en parlerai plus tard dans le cours, de traiter de cette question. C'est un problème tout à fait extraordinaire. Et lorsqu'on regarde dans la dynamique évolutive, la dynamique de l'évolution des pathogènes et la dynamique de l'évolution des défenses immunitaires, on a vraiment un tableau qui est un peu surprenant parce que beaucoup plus mobile, me semble-t-il, que ce qu'on pouvait attendre. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à rendre compatible le problème d'être très spécifique contre des milliers ou des dizaines de milliers d'agents infectieux avec des récepteurs qui sont en nombre limité? Eh bien, la solution la plus économique est celle qui a été proposée par Genoway en 1989, qui est la reconnaissance de motifs qui sont situés sur les agents pathogènes, et ces motifs sont communs à plusieurs catégories de pathogènes. Alors ces motifs, ils peuvent être reconnus par des molécules solubles qu'on appelle des PRM, on verra ça surtout la prochaine fois, des récepteurs qu'on appelle dans le jargon des PRR, parce que c'est Pattern Recognition Receptor. Ils sont donc à la surface de cellules, des cellules impliquées, prétendument de l'immunité innée. Et tout ce petit monde reconnaît donc des patterns, des patrons, des motifs qui se situent à la surface d'un certain nombre de pathogènes. Et à ce moment-là, évidemment, vous pouvez concevoir que si un motif est caractéristique non pas d'un pathogène, mais d'un sous-ensemble de pathogènes, eh bien, vous avez une reconnaissance assez large qui vous permet de vous défendre, enfin qui permet à l'organisme de se défendre contre une série de pathogènes. Et vous pouvez concevoir également qu'une combinatoire de ces motifs arrive finalement à fabriquer une certaine spécificité et à orienter la réponse immunitaire selon une carte d'identité qui est en fait fondée sur le fait que le pathogène est coupé en rondelles. Et une fois qu'il est décortiqué et que certains des éléments sont analysés, finalement l'organisme sait à peu près, entre guillemets, dans une approche anthropomorphique, il sait à peu près à qui il a affaire et ce qu'il faut faire pour se défendre. Je vous mentionne quand même qu'il y a une autre solution qui est d'un type totalement différent, qui est d'ailleurs très largement utilisée dans les plantes, beaucoup plus que dans les animaux, et qui est en fait de reconnaître les anomalies qui sont provoquées par une infection. Une infection, ça déséquilibre une cellule, bien entendu. Son métabolisme est modifié, il y a plein de choses qui sont modifiées. Et si vous avez maintenant des systèmes qui reconnaissent ces anomalies, vous êtes capable de fabriquer quelque chose qui va en fait déclencher la mort, c'est-à-dire l'apoptose de la cellule, et bloquer l'infection par la même occasion. Donc c'est une catégorie de mécanismes qui est différente.
Dans une première section, je vais revoir rapidement avec vous quels sont les acteurs de l'immunité innée pour que vous ayez une vue de l'ensemble des acteurs impliqués. Alors, vous avez, comme j'ai dit, les acteurs de l'immunité humorale. C'est ceux que vous trouvez dans le sérum. Et ça commence par, évidemment, le complément, système bien connu depuis très longtemps. Mais vous avez d'autres molécules. Nous produisons des quantités d'antibiotiques bactériens, donc ça s'appelle surtout des défensines. Et ces antibiotiques bactériens sont capables d'attaquer notamment d'attaquer les bactéries et de les détruire. Mais vous avez d'autres molécules, il y a toute une collection qui s'appelle les patraxines, les colectines, etc., dont je parlerai plus spécifiquement la semaine prochaine, et qui sont des acteurs solubles de l'immunité innée, c'est-à-dire vous les trouvez dans la phase fluide, et notamment, bien sûr, dans le sérum. Je dois dire que tout ça est plus ou moins connecté au système du complément, qui est vraiment un acteur central de l'immunité humorale. Bon. Vous avez, d'un autre côté, une dizaine d'acteurs cellulaires qui sont spécialisés. Leurs noms vous sont familiers, je passe très vite. Vous savez ce que sont les cellules dendritiques, qui sont des cellules qui, d'ailleurs, jouent un rôle absolument fondamental dans tout le système immunitaire, non seulement parce qu'elles ont un rôle dans l'immunité innée en décortiquant, encore une fois, l'agent infectieux qu'elles ingèrent, qu'elles absorbent, et pour en déclencher envoyer des signaux spécifiques, mais ce sont les seules cellules de l'organisme qui sont capables d'activer des cellules T et B naïves de l'immunité adaptative. Donc elles jouent un rôle tout à fait central. Vous avez des monocytes, vous avez des mastocytes, vous avez des éosinophiles, vous avez des neutrophiles, et tout ce petit monde agit de façon diverse avec la phagocytose, l'excrétion de granules lytiques, l'émission d'agents oxydants, et tout ça est destiné, bien sûr, à tuer les micro-organismes d'une manière ou d'une autre. Nous reviendrons un petit peu là-dessus. Le biais que j'utilise maintenant est le biais qui est destiné à vous montrer que tout ça n'est quand même pas si loin de l'immunité adaptative. Et ceci pour au moins une raison, c'est que des types cellulaires qui participent, dit-on, à l'immunité innée, sont en fait, ils flirtent avec le bras adaptatif de la réponse. Dans ces acteurs, vous trouvez par exemple les cellules natural killer, les cellules NK. Or, ces cellules NK, elles ont des capacités lytiques, c'est James Bond, licencié pour tuer, mais le point, c'est qu'elles portent des récepteurs qui leur permettent de lier des anticorps, et donc une fois qu'elles sont armées par des anticorps, ça devient des cellules qui sont spécifiques, enfin qui émargent totalement à ce qu'on appelle l'immunité adaptative, si on veut absolument faire cette différence. Vous avez d'autres cellules qui s'appellent les cellules NKT, qui ont un récepteur T d'une forme un peu bizarre, parce que souvent, dans les invariantes, l'une des chaînes est fixe et l'autre est variable, mais surtout leur fonction est extrêmement intéressante, parce que ce sont des cellules T, un sous-ensemble de cellules T qui reconnaissent des lipides. Et j'insisterai beaucoup sur cette question dans un certain nombre d'exposés suivants. Vous en avez d'autres qui s'appellent les T-gamma-delta, qui sont donc là encore des cellules T, et au lieu d'avoir un récepteur dit canonique alpha-bêta, elles ont un récepteur de type gamma-delta, et leur rôle est encore relativement pas trop bien compris. Elles sont surtout épithéliales et elles défendent essentiellement, pour autant qu'on sache, les épithélias, mais elles interviennent aussi dans certaines formes de cancer. Donc, ici, ce que je vous montre, ce sont des cellules qui sont finalement proches de l'immunité adaptative, soit par le lignage, soit par la fonction, mais qui en même temps sont à cheval sur l'immunité innée. Leur diversité, incidemment, n'est pas négligeable. Les cellules NK ont des récepteurs, une famille de récepteurs. La diversité n'a rien à voir avec celle des millions ou les centaines de millions de récepteurs T, mais enfin, il y a une diversité des cellules NK, comme il y a une diversité des cellules NKT, comme il y a une diversité des cellules T gamma-delta. Alors, un autre point qui est important, c'est que les récepteurs dits de l'immunité innée
Et encore une fois, les plus emblématiques aujourd'hui sont les fameux TLR, les Toll-like receptors, on en parlera un petit peu plus tard. Ces TLR sont distribués sur les cellules de l'immunité innée, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'ils sont également distribués sur les cellules de l'immunité adaptative. En d'autres termes, vous avez des tableaux d'expression de ces TLR qui sont extrêmement diversifiés, mais qu'on trouve sur toute une catégorie sur beaucoup de catégories de cellules. Le fait qu'on les trouve notamment, plus exactement, on trouve certains d'entre eux, et je serai un petit peu plus spécifique plus tard, mais on trouve certains d'entre eux sur des cellules B, par exemple, qui produisent les anticorps, vous indique une chose qui est importante sur le plan opérationnel, c'est que, évidemment, lorsque ces récepteurs qui activent l'immunité innée ont été trouvés, on a imaginé que ça pouvait servir à faire des adjuvants de vaccination. Mais cette approche est d'autant mieux fondée que non seulement ils sont sur les cellules de l'immunité innée, et donc ils activent l'immunité innée, mais ils sont aussi présents pour certains d'entre eux, notamment sur les cellules B et sur les cellules B mémoire. Et donc, effectivement, vous pouvez imaginer que les agonistes, c'est-à-dire les molécules qui activent ces récepteurs, vont avoir un double rôle, non seulement sur l'immunité innée, qui est leur espèce d'étiquette obligatoire, mais également sur les cellules de l'immunité adaptative. Et voilà quelques références qui vous montrent que c'est présent de façon différentielle sur différents types de cellules dendritiques, sur les cellules T, sur les cellules B, etc. Et en fait, d'ailleurs, ce tableau extrêmement complexe d'expression des TLR est assez informatif en ce sens que lorsque la fonction de ces TLR est connue et qu'ils sont exprimés sur telle ou telle cellule, vous avez un certain potentiel d'interprétation ou de supposition quant à la fonction présumée des cellules. Voilà les principaux types maintenant de récepteurs de l'immunité innée cellulaire. Donc je me préoccupe uniquement de ce qui se passe à la surface des cellules. Bon, je vais aller vite là-dessus parce qu'encore une fois, tout ça est très... Enfin, c'est la science se faisant, mais enfin, c'est très descriptif et aujourd'hui quasiment classique. Vous avez 4 grandes familles pour l'instant, les CLR, les RLR, les NLR, les TLR. Bon, les TLR, c'est les Toll-like receptors dont j'ai parlé. Les CLR, c'est une famille très abondante et en gros, ça cible principalement les bactéries et les champignons. Les RLR, vous allez voir les virus, les NLR, surtout les bactéries, les TLR, à peu près tous les types d'infections. Voilà en gros la répartition des rôles. Alors les CLR, c'est assez intéressant parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ces CLR, c'est C-type-lectin receptor, ça renvoie en fait à un motif structural que l'on trouve et qui est un motif qui ressemble au type C, aux lectines de type C, pardon, et on trouve ça dans plus de 1000 protéines. Donc il y a une quantité énorme de ces récepteurs. Un grand sous-ensemble de ça est estimé lié à l'immunité innée, mais bien entendu, si on les prend un par un, il y a beaucoup de boulot à faire pour les caractériser. Donc certains ont été caractérisés, le récepteur du mannose, la longérine, dicysine, dectine, etc., etc. Donc sur certains de ces CLR, vous trouvez de l'information, mais c'est une famille immense. Donc 1000 protéines, quand il y a 30 000 gènes chez l'homme, il y a plus de protéines, mais ça fait quand même du monde, si vous voulez. Donc le rôle de cette famille reste encore à approfondir énormément. Comment ça marche ? En gros, ils reconnaissent, pour beaucoup d'entre eux, ils reconnaissent des sucres particuliers à la surface des motifs, et c'est le rôle de lectine donc, qui est fondamental. Alors, ceux-là, il n'y en a que 3, les RLR, et ce sont des hélicases qui reconnaissent essentiellement des ARN. Et comment est-ce qu'ils font ça ? Ils font ça parce que
Dans les prokaryotes, la transcription a lieu, bien entendu, on fait de l'ARN messager comme partout, sauf que l'extrémité 5' reste avec des motifs PPP. Et donc, en gros, c'est ça que distingue. Et donc, en fait, l'ARN messager d'une bactérie peut être distingué de l'ARN messager d'un eucaryote par l'existence de ce motif situé en 5'. Il apparaît que la reconnaissance de ce motif par ces hélicases est une condition nécessaire, mais pas totalement suffisante, de la discrimination. Il apparaît qu'il y a peut-être des structures double brin qui interviennent dans la reconnaissance. Il apparaît qu'une autre de ces hélicases maintenant reconnaît de l'ARN double brin. Et c'est à peu près là où on en est, encore qu'il y ait des structures tridimensionnelles maintenant de certaines de ces protéines, Riguin notamment, complexées avec de l'ARN, donc on commence à y voir clair. Ceci étant, je vous mentionne un problème qui est assez amusant, c'est que depuis une dizaine d'années à peu près, on a découvert une catégorie d'agents régulateurs extrêmement importants, enfin, dont l'importance émerge toujours plus dans la régulation du vivant, mais aussi dans le système immunitaire. Ce sont ces micro-ARN, ces petits ARN régulateurs qui interviennent dans énormément de processus de régulation. Et donc, il y a un vrai problème qui est intéressant de spécificité de reconnaissance entre la discrimination de ces micro-ARN qui sont censés ne pas activer, bien entendu, ces protéines. Donc, il y a un problème de discrimination soit non soit vis-à-vis de ces micro-ARN. Également, ce que l'on commence à découvrir pour les RLR, comme pour d'autres de ces récepteurs, c'est que quand on analyse le génome d'un certain nombre d'individus, on trouve des polymorphismes dans certains de ces gènes et il commence à se dégager peut-être l'hypothèse que certains de ces polymorphismes, c'est-à-dire des mutations qui altèrent telle ou telle de ces protéines, par exemple RIG1, seraient associées à la production aberrante d'un certain nombre d'agents, notamment l'interféron gamma, je suppose, et associées également à des pathologies auto-immunes. Donc, si vous voulez, ce que cela montre, et c'est vrai d'ailleurs d'autres récepteurs, c'est que les polymorphismes qui altèrent ces protéines de reconnaissance altèrent les réponses, les dérègles, et les réponses innées déréglées peuvent être évidemment la cause de pathologies auto-immunes. Je passe aux Node-like receptors, les NLR. Alors là, nous avons des molécules qui ont des caractéristiques structurales qui permettent de les repérer, donc des domaines NBD, des motifs LRR sur lesquels je vais revenir. Il y a aujourd'hui une vingtaine de membres. Les deux plus connus sont Node 1 et Node 2. Je vous signale que Node 2 reconnaît le muramyl dipeptide ou le MDP, dans lequel certains d'entre vous reconnaîtront justement un adjuvant de vaccination qui a été faiblement utilisé, mais dont le rôle d'adjuvant a été absolument démontré. Donc en gros, ces protéines reconnaissent des éléments du peptidoglycane et ils jouent un rôle très très important parce qu'ils participent à des assemblages multiprotéiques via toujours des interactions entre domaines et cela se traduit par l'activation des caspases inflammatoires et finalement l'activation de réponses inflammatoires. Ils reconnaissent, on le verra un peu plus tard, des éléments bactériens divers, et l'un de ces inflammasomes, qui est donc une sorte de superstructure qui se forme dans la cellule, joue un rôle très important dans une multitude d'infections bactériennes, mais également dans la reconnaissance d'anomalies. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur la reconnaissance des anomalies comme étant l'un des modes de réaction à l'infection, donc signalés par des signaux de danger. Et pour vous fixer les idées, je vous en indique un de ces signaux de danger, on en parlera beaucoup plus abondamment, c'est l'acide urique. Et le lien que vous pouvez imaginer avec certaines pathologies communes. Un mot maintenant sur les TLR, les Toll-like receptors. Il y en a 12 chez l'homme, 10 chez la souris. Je vous rappelle que donc ils ont été découverts chez la drosophile et que par homologie de séquence, on les a ensuite retrouvés chez la souris et chez l'homme, où ils ont été caractérisés en abondance. Certains se trouvent à la surface cellulaire, la moitié environ, d'autres se trouvent dans des vésicules intracellulaires.
ces vésicules, ce sont les endosomes, les isosomes, etc. Comme vous allez voir, il y a un certain trafic qui est organisé autour de ces molécules. Alors, voilà un tableau, probablement illisible, mais ce n'est pas trop grave, sur la détection de ces motifs par les TLR et les autres récepteurs, disons. Et je prends juste un ou deux exemples. Par exemple, le lipopolysaccharide dont j'ai parlé, il est reconnu par ce qui s'appelle TLR4. Des lipoprotéines sont reconnues par TLR1 et 2, TLR2 et 6, mais aussi par les nodes et donc les deux inflammasomes ici, pardon. Les flagellines sont des protéines assez bien conservées en termes de structure tridimensionnelle qui permettent aux bactéries de se mouvoir. Donc, ce sont les motifs des flagelles. Et de façon intéressante, l'évolution a développé donc un TLR5 qui est spécifique d'un grand nombre spécifique, qui reconnaît un grand nombre de flagellines, bien qu'elles aient des séquences différentes. Elles ont suffisamment d'homologie de structure et de caractéristiques structurales communes pour qu'un seul TLR se charge d'en reconnaître un grand nombre. Et puis l'ADN est reconnu par TLR9 et également un autre récepteur intracellulaire, l'ARN est reconnu par TLR7, etc., etc. Ça veut dire que finalement, quand vous voyez les bactéries, les virus, les champignons, les parasites, vous avez une déclinaison de ces récepteurs qui ont une certaine spécificité pour tel ou tel et tel motif, et donc qui couvrent finalement assez bien un ensemble d'agents infectieux qui peuvent intervenir. Comment se fait la discrimination entre le soi et le non-soi? Je vous ai dit, normalement, c'est sur une base plutôt biochimique. Oui, sauf que, comment est-ce qu'on reconnaît l'ADN? L'ADN, il y en a partout, donc l'ADN d'un virus, d'un truc, comment est-ce qu'on le reconnaît? En fait, il y a deux moyens de reconnaître l'ADN. Le premier, c'est que les ADN, les eucaryotes, ont des zones de méthylation qu'on ne trouve pas chez la plupart des ADN bactériens. Donc la méthylation signale, ou l'absence de méthylation signale que l'ADN n'est pas tout à fait eucaryote. Ce n'est pas un critère absolu, et finalement, l'autre critère qui est utilisé, c'est un critère de topologie. C'est que l'ADN, c'est bien gentil, il y en a partout, mais il doit être dans le noyau, il n'a rien à faire dans le cytoplasme ou dans les vésicules. Et donc, quand un TLR9 détecte de l'ADN dans des vésicules, il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il active les réponses innées. Donc, cela pour vous dire qu'il y a des régulations qui sont très importantes, qui sont liées à la localisation et qui sont liées également au transport, avec également des régulations par le transport. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que lorsqu'on synthétise ces TLR qui doivent aller à la surface, il faut les synthétiser, il faut qu'ils se replient correctement, il faut qu'ils migrent jusqu'à la surface. Il y a tout un processus qui est le processus commun pour fabriquer les protéines membranaires. Ça, on connaît bien. D'un autre côté, une fois qu'ils sont à la surface, ils peuvent revenir à l'intérieur de la cellule parce que vous avez, comme vous le savez bien, vous avez formation et trafic de vésicules entre le réticulum endoplasmique, la surface, les lysosomes, etc. Vous avez tout ce trafic qui a lieu. Et donc, un certain nombre de ces TLR trafiquent et de façon tout à fait spécifique dans certains endroits de la cellule. Et en fait, ils sont effectivement chargés, entre guillemets, ou ils se chargent plus exactement, de surveiller certains compartiments cellulaires plutôt que d'autres. Alors, je vous mentionne ce résultat qui est tout à fait intéressant, qui est d'un papier récent publié par des collaborateurs d'ailleurs, qui est que à la surface, le TLR le TLR4
signale par l'intermédiaire de ce qu'on appelle NF-κB, qui est un des facteurs de transcription bien connus qui intervient dans l'inflammation, alors que lorsque le TLR4 est dans un endosome, il signale par une autre voie, c'est-à-dire qu'il active d'autres facteurs de transcription par la voie dite TRAM et TRIF, et il agit sur le facteur qui induit la transcription des interférons. Donc finalement, ce que ça veut dire, c'est que s'il y a quelque chose qui régule le transport du TLR4, eh bien, vous avez là encore une régulation de l'immunité innée par un phénomène de localisation du TLR. Et c'est effectivement le cas. Le CD14 apparaît comme l'élément qui règle la distribution du TLR4 entre le compartiment de surface ou le compartiment des autosomes, et à partir de ça, oriente la réponse immunitaire dans des voies qui sont différentes. Donc, vous dire simplement que à ce niveau, le point, c'est que la localisation est également très importante. Et je vais revenir là-dessus, mais après vous avoir donné quelques indications sur ce qui se passe une fois que ces TLR et d'autres molécules ont reçu un signal. Je vous montrerai un peu plus loin comment ils reçoivent ce signal, mais enfin, ce cliché, bien sûr, est illisible, ce n'est pas grave. La seule chose qui compte, c'est qu'il y a beaucoup de points et que tous ces points sont des relais avec une signalisation à la surface, activation de tel facteur qui active un autre facteur, qui active un autre facteur, qui active IKK, qui active ceci, et qui finit par arriver à délivrer des signaux qui sont des signaux au niveau généralement du noyau, donc de la transcription, etc., etc. Bon. Ce que je voulais vous montrer simplement, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle des cascades de signalisation. Ce sont effectivement des cascades. Vous avez un premier signal qu'on déclenche un second, un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Et des cascades avec une 7, 8, 10 intermédiaires ne sont pas rares. Bon. Donc, c'est compliqué. En plus, ce que j'ai voulu indiquer par le terme de réseau, c'est que ces cascades communiquent entre elles. Bon, et donc, à un certain moment, vous voyez ici que là, ça communique avec ça, et donc, quand ça est déclenché, ça a un... Bon, bref, je n'entre pas plus là-dessus, parce qu'on entre ici dans la problématique des réseaux intracellulaires, que je traiterai un peu plus tard, qui est, à mon avis, une problématique très, très importante. Retenez à ce stade que ce n'est pas simple, qu'il y a des cascades, et que ces cascades sont bien sûr interconnectées à certains niveaux, de telle sorte que quand vous enclenchez une cascade, ce n'est pas neutre pour les autres, et si vous essayez d'en enclencher deux en même temps, il se passe des choses, etc. etc. Bon. Ça, je dois dire que c'est aujourd'hui quelque chose de totalement banal en biologie cellulaire. C'est vraiment ce que tout le monde trouve dans tous les sens. Voilà. Et il faut vivre avec et surtout comprendre comment ça marche. Bon. Donc ça, on verra également un peu plus tard. Je vous ai dit que lorsqu'on prend un micro-organisme et qu'on le coupe en tranches, si les tranches évoquent des signaux de différentes natures, on finit par avoir une sorte d'empreinte qui doit quand même influer sur les réponses immunitaires de façon relativement, les orienter en tout cas d'une façon qui n'est pas quelconque. Alors, ici, vous avez une liste, encore une fois illisible, des motifs qui sont reconnus par les virus de la famille des herpès. Alors, vous allez me dire que c'est un choix un peu particulier, parce que les virus herpès, c'est des grosses bestioles, c'est des gros virus, avec 200 gènes ou quelque chose comme ça, donc il y a du monde, il y a des motifs, etc. Mais enfin, vous voyez que TLR2, 3, 7, 9, MDA5, etc., vous avez au moins une dizaine de récepteurs de l'immunité dite innée qui sont impliqués dans la reconnaissance et qui reconnaissent des éléments différents du virus. Alors ça va de constituants de la capside à l'ADN, comme je l'ai dit avant, etc. Donc, juste vous dire que c'est effectivement la décomposition d'un agent infectieux en plusieurs éléments est probablement capable de livrer une série de signaux qui peut-être orienter une réponse immunitaire de façon relativement fine. Alors voilà un autre schéma qui dit la même chose au niveau d'un schéma intracellulaire, où vous voyez qu'il y a une dizaine de niveaux auxquels
des éléments du virus, depuis les protéines de capsid jusqu'à son ADN, peuvent être captés par des récepteurs, soit à la surface, soit intracellulaires, dans des vésicules, de façon à déclencher des réponses immunitaires d'un type donné. Bien, cette description est évidemment extrêmement cursive et je crois que ce que je souhaitais que vous en reteniez, c'est simplement qu'il y a un certain nombre de récepteurs. Ils sont en nombre fini, sauf qu'il y a une famille qui a peut-être de l'ordre de 1000, donc ça devient nettement plus compliqué, mais que même avec une famille d'une vingtaine de récepteurs, avec les réseaux de régulation dans tous les sens, ça a une certaine complexité et peut-être une certaine spécificité. Je voudrais maintenant surtout vous alerter sur les mécanismes, ou certains plus exactement, des mécanismes moléculaires de reconnaissance. Parce que c'est quand même un problème, si vous voulez, au niveau de la reconnaissance, et là nous sommes bien dans la question de la spécificité de la reconnaissance. Comment est-ce qu'un TLR5 reconnaît des dizaines de flagellines différents venant de micro-organismes différents ? Bon, ok, il doit y avoir des éléments conservés, mais enfin lesquels, comment ça marche, etc. Et comment les TLR fonctionnent ? On sait que chaque TLR, enfin, ou certains TLR en tout cas, reconnaissent au moins une dizaine de motifs différents. Donc, comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? Eh bien, d'habitude, on fait appel, bien sûr, aux études de structure qui sont souvent, et le plus souvent, extraordinairement éclairantes. Et je vais donc vous montrer ce que ça donne. Avant ça, je voudrais venir sur ce point, c'est que on sait maintenant qu'il existe au moins, je dois dû dire, 2 types de cols moléculaires universels. Donc, vous prenez le motif des immunoglobulines et vous le triturez enfin, dans tous les sens, et vous avez des anticorps, ou des récepteurs T d'ailleurs, des anticorps qui reconnaissent à peu près n'importe quoi. Bon. Donc c'est ce que j'appelle une colle universelle. Vous avez par ailleurs cette deuxième colle universelle qui est constituée par ces leucine rich repeats, ou LRR. Et je les baptise colle universelle également pour l'excellente raison que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, lorsqu'on empile ces motifs les uns derrière les autres dans des structures qui s'appellent les VLR et qui sont synthétisées par la lamproie, donc cet organisme absolument ignoble que je vous ai décrit comme par ailleurs délicieux à la bordelaise, lorsqu'on les empile, on fait effectivement des cols qui reconnaissent là aussi, comme les anticorps, n'importe quoi. Donc vous avez 2 principes au moins qui permettent de faire quelque chose qui reconnaît l'ensemble des formes. Alors, c'est intéressant de voir que ces LRR sont utilisés dans l'immunité adaptative chez la lamproie, mais ils sont utilisés ailleurs. De la même manière, incidemment, que le motif immunoglobuline est utilisé dans les anticorps et dans les récepteurs des cellules T, mais il est utilisé dans des centaines ou des milliers d'autres protéines. Donc, ces motifs ne servent pas uniquement à faire de la reconnaissance universelle des formes. Ils servent à reconnaître des motifs plus ou moins spécifiques selon les protéines. Alors ça a été exploré de façon systématique récemment. C'est ce que permet aujourd'hui l'analyse du génome et les outils informatiques qui vont avec. Le génome humain est maintenant connu, et relativement bien connu et pas mal annoté, comme on dit. Et dans cette étude récente, il a été noté qu'il y a au moins 375 protéines qui portent des leucine-rich repeats dans le génome de l'homme. Quand on fait l'analyse de ça, on s'aperçoit que certaines de ces protéines sont effectivement impliquées dans l'immunité innée, et c'est le cas des TLR dont je vais vous parler un peu plus en détail. Et quand on fait le compte, on s'aperçoit qu'il y a plus d'une trentaine de protéines qui sont impliquées dans des pathologies humaines, dont la maladie de Crohn, dont la composante immunitaire est significative. Alors, voilà à quoi ça ressemble.
voyez, ça, c'est des motifs LLR qui s'empilent et ça donne un fer à cheval. Voilà, c'est la structure commune de ces protéines à LRR empilées. C'est cette espèce de fer à cheval. Et le mécanisme d'activation le plus général qui est c'est les TLR, qui sont donc des protéines à LR. Enfin, les TLR ont cette forme-là. Hein. Mais la manière dont les TLR s'assemblent à la surface, c'est qu'ils s'assemblent comme ça et ils forment une espèce je sais pas, des cornes de bouquetin, parce que la partie, ces deux parties-là s'assemblent et le mécanisme d'activation, comme on va la voir au sein de la cellule, repose sur le fait que les deux molécules s'assemblent. Voilà justement ce que ça donne et voilà comment ils reconnaissent l'ARN ou l'ADN. Ils reconnaissent par-dessous. Mais ce que je ne vous ai pas montré ici, c'est que dans bien d'autres cas, ils reconnaissent par-dessus. Et donc, il y a des petites modifications dans les séquences d'une part, mais dans les ajouts glycosylés, etc., qui font que ça acquiert une spécificité par des mécanismes qui ne sont pas encore vraiment très bien compris. En tout cas, donc, ils sont capables de coller toutes sortes de trucs, essentiellement par-dessus, mais également, si je peux dire, par-dessous, comme ici, on voit un acide nucléique qui est reconnu par un TLR, donc ça doit être TLR9 ou TLR7, je ne sais plus très bien. Et voilà ce que ça donne maintenant lorsqu'on voit dans la membrane. Là encore, c'est un acide nucléique qui est reconnu, donc ça doit être TLR7 ou 9. Mais ce qu'on voit bien dans ce cliché, c'est que le bleu là est associé au rose, de telle sorte qu'à l'intérieur de la cellule, bien entendu, comme dans tous ces mécanismes d'activation, les deux domaines qui sont à l'intérieur de la cellule, qui étaient séparés lorsque les deux molécules sont à la surface sans activation, se trouvent rejointes maintenant par ce qui se passe à l'extérieur qui fait que les deux se collent, et du coup les deux domaines étant maintenant rassemblés, ça c'est l'événement qui induit la cascade qui va suivre. Enfin, c'est généralement, le plus souvent, l'élément qui induit la cascade qui va suivre, et voilà un type de cascade qui est marqué là. Donc, voilà ces TLR en tant que col universaire. Mais j'aimerais maintenant renverser l'argument, parce qu'au fond, quand on y réfléchit, moi, il me semble que le problème, c'est peut-être moins d'avoir des cols moléculaires, même si ça surprend. On se dit c'est quand même formidable, il y a des trucs qui collent partout et on arrive à couvrir l'espace des formes. C'est vrai que ça interpelle. Bon. Mais d'un autre côté, quand on regarde autrement, on se dit, mais peut-être qu'au fond, le problème, ce n'est pas tellement d'avoir des cols moléculaires, c'est d'éviter que ça colle. Et en fait, éviter que ça colle, c'est important parce que quand on regarde un peu le rôle des chaperones, par exemple, dans la synthèse des protéines, les chaperones constituent une espèce de coque à l'intérieur desquelles les protéines se conforment. Mais l'un des rôles très importants des chaperones, c'est effectivement d'éviter l'agrégation, l'agrégation des protéines étant quelque chose de particulièrement toxique. C'est extrêmement toxique dans les cellules. Et la régulation de l'agrégation est absolument essentielle, à telle enseigne que dans beaucoup de maladies neurodégénératives, on sait qu'il y a des agrégats de protéines qui se forment et qui sont néfastes pour le fonctionnement des cellules nerveuses en l'espèce. Et on se demande finalement si une partie de ça n'est pas liée à un défaut de contrôle de qualité dans le système justement qui empêche l'agrégation. Donc, on peut se demander si la question de l'agrégation n'est pas plutôt banale et que les cols moléculaires sont finalement tout à fait banals et que le problème, c'est plutôt de limiter l'agrégation qui est spontanée, on le sait très bien, lorsqu'on a des protéines dénaturées, ça se colle ensemble, ça fait un gros agrégat et ça précipite la plupart du temps. Et peut-être que le problème, c'est de réguler l'agrégation.
Et je pense que c'est une idée qui est intéressante ou importante parce que plus on avance et plus on voit qu'un certain nombre de choses sont réglées au sein de la cellule par des agrégats moléculaires de dimensions significatives. Et donc la question est un peu reportée maintenant sur celle de la spécificité des agrégats. Quels sont ces agrégats moléculaires, jusqu'où ça va, etc. Et c'est ce que j'aimerais discuter maintenant, tout en étant conscient que ce que je vous raconte est pour partie spéculatif. Alors, voilà un travail qui est récent, qui a été fait sur ce qu'on appelle le midosome. Alors, le midosome, pourquoi? C'est que l'un des relais de l'activation des récepteurs T, des TLR, pardon, l'un de ces relais, donc je vous rappelle qu'au départ, ils sont séparés à la surface des cellules, il y a quelque chose qui se colle au debout, donc ils se rassemblent, et puis quand ils sont assemblés, les parties intracellulaires s'agrègent, et puis ensuite, ça déclenche des cascades. Donc l'une des cascades est médiée par une protéine qui s'appelle MYD88, et les souris MYD88 knockout sont très importantes parce qu'elles permettent d'évaluer l'importance, le rôle de cette cascade de signalisation dans toutes sortes de situations qui sont utiles. Bon. Mais la question est de savoir maintenant, très bien, MYD88, cette protéine, comment ça marche après. Comment ça marche après? Je dois dire qu'en lisant cet article, j'ai eu une surprise parce qu'il y a un travail d'analyse structurale que j'ai trouvé assez extraordinaire qui conduit à ça. Concentrez-vous peut-être uniquement là-dessus. En fait, ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, c'est qu'après l'activation, c'est un octamère de protéines avec MYD88 et IRAK4 qui se forment, et probablement dans des configurations différentes. Ce n'est pas la peine que j'en dise beaucoup plus, parce que pour en dire beaucoup plus, il faudra aller dans la manière dont ces analyses structurales ont été faites. Mais je voudrais juste m'arrêter là un moment et discuter cette observation en tant qu'observation. Bon. Vous avez donc un agrégat de taille 8, ce qui est quand même considérable. Et ça se forme dans la cellule, et apparemment, ça a plusieurs conformations possibles. Donc si ça se forme, c'est aussi que ça se déforme et que ça se défait. Bon. Comment est-ce que c'est régulé? Probablement par des changements de conformation relativement subtils, mais ce que je cherche surtout à suggérer, c'est que ce processus est finalement probablement, à mes yeux, assez général. C'est-à-dire que les plateformes moléculaires comprenant un certain nombre d'éléments sont probablement soit nombreuses, soit générales. L'autre exemple étant bien sûr les inflammasomes, qui sont eux aussi des agrégats moléculaires constitués d'une série de protéines. Donc ce que ça m'évoque, c'est qu'une partie de la régulation revient maintenant non pas à des protéines isolées, qui changent de structure, enfin c'était pour moi en tout cas le mode de raisonnement habituel, mais des agrégats qui se font, qui se défont, qui changent de structure, etc., avec bien sûr pour progresser des problèmes techniques absolument monstrueux au niveau de l'analyse structurale, enfin les structuralistes c'est leur pain quotidien maintenant, et deuxièmement je pense des problèmes conceptuels très, très significatifs. Alors de façon complètement spéculative, je voudrais étendre ça maintenant à la situation suivante. Je pose la question maintenant, et c'est encore une fois une question de hasard et de spécificité, je la pose maintenant au niveau de la topologie dans les réactions de signalisation. Je vous ai montré ces cascades de signalisation et les réactions de signalisation, ne croyez pas que c'est quelque chose qui se fait comme ça en une seconde. Souvent, ça prend de l'ordre d'une heure. C'est quelque chose d'assez lent. Pourquoi c'est quelque chose d'assez lent? Parce qu'il se passe plein de trucs. Comme je vous ai expliqué, une cascade, il y a 5, 6, 8, 10 éléments, je ne sais pas combien. Donc, c'est une vraie cascade. Donc, il faut le temps que tout ça se mette en route. Il y a de la phosphorylation, de la déphosphorylation, des trucs. OK, d'accord.
Moi, ce qui m'intéresse, et la question que je me pose, c'est est-ce que tout ça se fait au hasard? Voilà. Et donc, j'essaie de concevoir une cellule, le cytosol, sans parler du trafic vésiculaire, hein, qui est organisé, considérable, mais je prends le cytosol, donc la partie, disons, théoriquement fluide d'une cellule. Est-ce que là-dedans, tout le monde se balade au hasard? Je pense que c'est une bonne question parce que, premièrement, la concentration au sein du cytosol est colossale. Donc, au mieux, c'est un gel. Donc, ce n'est pas du tout un liquide, à mon avis. Au mieux, c'est un gel. Donc, c'est visqueux. Donc, si c'est visqueux, la diffusion ne doit pas être facile, elle doit être plus ou moins lente. Et je pense que ça pose vraiment la question de l'organisation intracellulaire du cytosol. Est-ce que le cytosol est quelque chose d'aléatoire? Je pense que la question est ouverte et que dans l'idée qu'il y a des interactions faibles entre différents éléments, il n'est pas du tout évident que les kinases, les différents relais des cascades de signalisation soient localisés au hasard et pas dans des superagrégats moléculaires de plus ou moins définis qui sont en capacité de réagir sans avoir à recruter par pure diffusion les partenaires des réactions. C'est une spéculation, je vous l'accorde et je le souligne. Je souligne simplement qu'il y a quelques indications que les ARN messagers, certains ARN messagers devrais-je dire, ne sont pas distribués de façon aléatoire à l'intérieur des cellules. En voici quelques exemples. Ils sont marqués, ils sont fluorescents, et vous voyez qu'il y en a qui sont distribués, etc. Et qu'en fait, cela provient du fait qu'il existe des particules qui portent certains ARN messagers et qui en fait transitent le long des filaments d'actine. Donc en fait, il y a des moteurs qui font que ça transite le long des filaments d'actine. Donc je vous demande simplement, et à titre spéculatif, j'insiste encore là-dessus, de retenir qu'il n'est pas évident pour moi que le cytosol soit organisé, ne soit pas plus organisé qu'on ne croit d'habitude. Moi, j'ai du mal à concevoir que dans un milieu hyper concentré, les protéines, les kinases diffusent si facilement que ça et dans des temps qui permettent de réaliser des réactions dans des temps convenables. Et donc, intuitivement, je penserais qu'il n'est pas déraisonnable de penser qu'il y a une certaine organisation du cytosol qui, bien sûr, reste largement à découvrir. Donc, je vais maintenant conclure sur cette partie qui touchait à la question de l'immunité innée, avec quelques conclusions très simples. La première, c'est que la spécificité dans ces réactions qui font intervenir les récepteurs de l'immunité innée, la spécificité est probablement accrue par la combinaison de reconnaissances moléculaires qui peuvent être moyennement spécifiques. Bon, c'est évident, hein, si vous avez quelque chose qui n'est pas très spécifique et que vous avez derrière quelque chose qui n'est pas très spécifique, vous multipliez la spécificité, donc ça devient de plus en plus spécifique. C'est clair. Mais deuxièmement, et c'est très important, que la topologie joue un très très grand rôle. Donc la localisation est un élément de régulation totalement fondamental. Maintenant, je voudrais aussi vous dire qu'au fond, quand on voit les choses, et je vais me servir de cet argument pour préparer une autre argumentation que je vous livrerai dans 2 semaines, je crois, et cette immunité innée, elle est quand même compliquée. Bon. Et je voudrais juste passer 2 minutes pour faire le lien entre complication et complexité. Il n'y a pas loin de l'un à l'autre, mais je vous pose la question suivante. Si vous prenez l'hydrogène, vous avez des milliards de molécules, est-ce que c'est complexe? Pour moi, non. Ce n'est pas complexe parce que vous avez des milliards d'éléments, mais, 1, ils sont homogènes, et 2, les relations entre eux ne doivent pas être tellement compliquées. Vous avez un certain nombre de lois d'interaction, puis ensuite vous avez une statistique, vous avez les lois de Boltzmann, vous avez tout ce que vous voulez pour décrire le comportement du gaz.
Alors bien sûr, vous pouvez compliquer la situation, vous pouvez faire un gaz complexe, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais fondamentalement, pour moi, un gaz, un métal, ce n'est pas tellement complexe. Bon. Et la physique, telle qu'elle a été pratiquée jusqu'au XIXe siècle et au début du XXe, n'était pas une science complexe. La complexité vient des situations où vous avez un très grand nombre d'éléments différents qui interagissent de multiples manières entre eux. Si je prends cette définition, l'immunité innée est aussi complexe à mes yeux que l'immunité adaptative. Peut-être même plus à la limite, parce que l'immunité adaptative, vous avez certes des millions d'anticorps différents, des millions de récepteurs T différents, mais vous avez quelques principes communs. Tandis que dans l'immunité adaptative, comme j'espère vous l'avoir indiqué, sinon montré, vous avez des strates faites de tas de trucs différents qui sont à l'évidence des ajouts évolutifs qui ensuite se sont mis à interagir les uns avec les autres dans des circuits évolutifs de plus en plus compliqués et pour moi de plus en plus complexes. Et donc, finalement, la complexité du dispositif me paraît absolument considérable. Je vous mentionne également, je l'ai déjà dit, enfin je ressouligne que le nombre élevé des récepteurs, surtout dans la catégorie des CLR, pose une question sur le fait que chacun d'entre eux ait véritablement été sélectionné dans l'évolution. Il y a une hypothèse, une théorie alternative dont je reconnais qu'elle est assez spéculative, c'est de dire oui, mais au fond, quand on a des familles de gènes, on sait très bien que de temps en temps, vous avez des explosions qui font des familles multigéniques avec des dizaines de membres, etc. Puis ensuite, ça diverge un peu, ça fait des choses, etc. Et certains pensent que tout n'a pas été réellement sélectionné et qu'en fait, une partie de ces gènes ont évolué plus ou moins au hasard et constituent un réservoir, un potentiel de reconnaissance qui est finalement relativement semblable à ce que les anticorps peuvent produire, puisqu'on produit des tas d'anticorps au hasard sans que certains reconnaissent forcément ce que l'agent étranger qui peut-être un jour se présentera à eux. Et puis donc, cette question de la rapidité de l'évolution, dont je n'ai pas le temps de parler, qui, moi, m'interpelle beaucoup. On voit, par exemple, si vous voulez, que chez l'homme, quand on regarde les antibiotiques, enfin les défensines, ces antibiotiques, ces antibactériens produits chez l'homme, il y a énormément de divergences dans la population humaine sur les gènes des défensines. Est-ce que ça évolue selon les niches écologiques, selon etc. On ne sait pas du tout. Mais je crois quand même que ça pose la question de la rapidité d'évolution. Par ailleurs, j'ai voulu vous montrer l'interpénétration de l'immunité innée avec l'immunité adaptative. Je vous ai dit qu'il y avait des cellules, comme les cellules dendritriques, les NK, qui étaient vraiment totalement à cheval sur les deux systèmes. Je vous ai expliqué que les TLR sont présents à la surface des cellules de l'immunité innée, mais également dans une certaine mesure de l'immunité adaptative. Je vous ai montré l'impact ou l'influence que ça pouvait avoir sur la vaccination et les adjuvants de vaccination. Et puis, bien sûr, reste une question totalement essentielle, la question de la discrimination entre le soi et le non-soi. C'est quelque chose que nous reverrons beaucoup plus en détail dans 2 semaines. Est-ce une affaire de topologie autant que de reconnaissance? J'en suis personnellement tout à fait convaincu. Est-ce également une affaire quantitative autant que qualitative? La question est posée par le fait que certains des éléments prétendus étrangers reconnus par ces récepteurs de l'immunité innée ne sont pas si étrangers que ça, et on en parlera également plus en détail. Et donc, s'il y a une reconnaissance du soi par des molécules qui sont censées reconnaître les agents étrangers, il doit bien y avoir des facteurs qui règlent la reconnaissance. Et cette règle, la plus simple d'entre elles, c'est la règle quantitative, c'est-à-dire que des éléments présents dans une certaine quantité ne déclenchent pas une réaction, et dans d'autres déclenchent la réaction. Voilà, j'en ai terminé avec cette première partie, et donc dans
dans une minute. Nous passerons à la seconde, et la seconde parlera maintenant d'autres mécanismes de reconnaissance totalement différents, et dans le cadre cette fois de l'immunité adaptative.